bonjour à tous. Je vais me présenter avant d'animer cet atelier juridique. Donc, je m'appelle Victoire Revenat, je suis avocate au barreau de Paris, très spécialisée en transport depuis 15 ans. On a un petit cabinet, ce qu'on appelle un cabinet de niche, puisqu'on ne fait que du transport depuis la création du cabinet. Ça fait 5 ans qu'il existe. Et je suis associée avec Bertrand Courtois, avec qui je travaille depuis 15 ans. Et donc, on est sur les sujets transport routier, transport maritime, assurance. On a une clientèle pour laquelle on intervient pour des transporteurs, des chargeurs, des assureurs, des commissionnaires de transport. Donc, on a une vision assez globale des problématiques juridiques qui peuvent exister. Et je vous propose donc ce matin d'aborder le sujet de la résiliation du contrat, qui est un sujet qui est un petit peu épineux et que nous, on retrouve pas mal en ce moment dans les problématiques juridiques qui reviennent de nos clients, avec un éclairage évidemment sur le transport, mais également essayer d'ouvrir un petit peu dans vos activités. Vous avez évidemment des contrats commerciaux qui ne sont pas que calqués sur les contrats types, avec des fournisseurs, avec des prestataires. Et je pense que c'est intéressant aussi de faire des piqûres de rappel, certainement que vous connaissez déjà pas mal le sujet et les règles applicables. Mais voilà, le but, c'est de faire des piqûres de rappel qui peuvent être utiles, avec une vision un petit peu pratique du sujet, des questions qui peuvent être parfois, sans doute, peut-être trop simples, mais sur lesquelles il y a pas mal de jurisprudence, et donc ça mérite de s'y attarder. Et puis surtout, moi je suis très à l'écoute de vos questions et de vos questionnements sur ce sujet ou sur des cas que vous pouvez rencontrer. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à m'interrompre ou à ce qu'on en discute après cette intervention. Alors, donc le contrat commercial et le contrat de transport en général, il a une durée qui peut être déterminée ou indéterminée. Et il y a un principe qui est assez intangible et fort heureusement à la fois dans le code civil et dans le code de commerce, qui est qu'évidemment, on peut résilier un contrat. On n'est pas pieds et mains liés jusqu'à la fin de notre vie avec un partenaire commercial. La seule chose et les seules règles à avoir en tête, c'est qu'il y a quelques règles à respecter justement pour pouvoir résilier un contrat de façon légale et surtout de façon à ne pas engager sa responsabilité. Depuis quelques années, il y a eu une évolution dans le code de commerce et puis dans la jurisprudence qui est venue, on va dire, se stabiliser depuis 2019 avec l'adoption d'un article du code de commerce, c'est l'article L442.1. Je vous le donne en référence parce que si jamais vous avez un doute sur ce sujet-là, c'est vraiment l'article auquel il faut se référer, qui explique que l'auteur d'une rupture commerciale peut engager sa responsabilité sous certaines conditions, c'est-à-dire s'il rompt brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie sans préavis. Et le préavis doit tenir compte de plusieurs critères, on y reviendra. Le point clé, ce que j'ai essayé de mettre en avant à la fin de ce slide, c'est donc les conditions en fait, pour cette rupture. C'est une relation commerciale établie. Qu'est-ce que c'est ? On va y revenir. Qu'est-ce que c'est que la brutalité de la rupture ? Et qu'est-ce que c'est et comment on donne un préavis ? Comment ça se passe ? Quelles sont les conséquences ? La relation commerciale établie, elle est également très cadrée maintenant et très définie par la jurisprudence. Ce sont des relations qui sont des relations assidues avec un volume d'affaires qui est stable et qui est pérenne. Donc, dans cette idée-là, c'est-à-dire que quand vous avez des CDD qui succèdent ou des contrats très courts de 3 mois, des contrats spot, on ne peut pas considérer que c'est une relation commerciale établie. Et par conséquent, engager une responsabilité en disant moi j'étais en relation avec mon partenaire, on bossait ensemble depuis 6 mois et du jour au lendemain ils rompent ma relation, c'est un peu court. C'est-à-dire qu'il faut une relation qui soit stable, qui soit longue, qui soit régulière et continue. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on va regarder ? On va regarder les flux d'affaires, on va regarder les chiffres d'affaires réalisés, l'ancienneté des relations commerciales évidemment, la nature de vos relations.
comment est-ce que ça se passait? Est-ce qu'il y avait des échanges par email? Est-ce qu'il y avait des cotations? Est-ce qu'il y avait des appels d'offres? On y reviendra également. Le sujet de l'appel d'offres, c'est un sujet assez délicat, parce que dès lors qu'il y a un appel d'offres, ça sous-entend dans l'esprit des parties, et en tout cas aujourd'hui dans l'esprit du juge, qu'il y a une relation précaire qui s'installe. Donc attention, est-ce qu'on peut parler, est-ce qu'on peut engager la rupture de ce co-contractant quand il y a un appel d'offres qui est installé? Il y a des conditions là aussi sur lesquelles je reviendrai. En tout cas, aujourd'hui, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que pour engager, ou en tout cas, si jamais vous deviez voir votre responsabilité engagée, il faut que vous vous interrogiez premièrement, est-ce que cette relation commerciale était stable, pérenne, régulière? Et peu importe, d'ailleurs, s'il y a un contrat ou pas, aujourd'hui, vous le savez, il n'y a pas forcément besoin de tout contractualiser, même si moi, je pense qu'il y a quand même une sécurité juridique avec ces contrats. Mais un échange de mails qui démontre que ça fait 5 ans, 10 ans qu'on bosse ensemble, c'est suffisant. Ça peut être un échange de mails et des conditions générales, et on a une relation commerciale qui est établie et qui peut être suivie que par ces simples éléments. Alors la grande question qu'on peut se poser, c'est est-ce que voilà, du jour au lendemain, mon partenaire commercial peut venir me voir et me dire bon bah écoute, on ne s'entend plus, ça marche plus, au revoir, tu prends la porte et on ne travaille plus ensemble. Non, il peut tenter de le faire évidemment, mais il faut un préavis. Parce que ce préavis va vous permettre, ou permet aux deux parties d'ailleurs, de se réorganiser et de retrouver sa liberté en retrouvant un partenaire commercial différent, en axant les investissements qu'il a pu mettre pour tel partenaire commercial sur un autre, en redéployant sa flotte de véhicules sur un autre. C'est l'objet du préavis. Alors, dans la pratique, il y a différents cas de figure, si j'ose dire. Vous avez soit il y a un contrat qui est très clair et qui prévoit les choses. En général, c'est les petites clauses en fin de contrat sur les clauses de résiliation, justement, avec des précisions sur il faut donner un préavis 3 mois avant, 6 mois avant la fin de la relation, et il faut le faire, on va y revenir également, par écrit, et indiquer la fin de la relation. Ça, c'est les modalités contractuelles. Donc, pensez à bien vérifier ce qu'il y a à votre contrat, s'il y a un contrat, et puis à respecter ces conditions, parce que si jamais vous ne les respectez pas, évidemment, il y a une possibilité de se voir sa responsabilité engagée. En matière de transport, maintenant, vous le savez, il y a un contrat type qui est applicable dans différents sujets et sur différentes matières du transport, avec des durées de préavis qui sont calibrées selon les durées des relations. Et donc là encore, je vous invite à aller voir ce que disent les contrats types sur les sujets, puisque c'est assez cadré. Et en revanche, la question, c'est quand il n'y a pas de contrat, qu'est-ce qui se passe? Comment on fait? Et donc on en revient à cet article 442 dont je vous parlais. Et là, il y a une appréciation qui va se faire, alors j'espère pour vous, pas tout de suite par un juge, mais par éventuellement votre service juridique, vous-même ou un avocat s'il y a besoin. On va analyser différents critères. Les critères qu'on va analyser, ce sont des critères qui ont été appréciés au fil du temps, justement par les cas de jurisprudence. Il y a des critères qu'on appelle légaux, qui sont notamment la durée de la relation commerciale. C'est-à-dire, est-ce qu'on est ensemble depuis 15 ans? Là, attention, effectivement, le préavis qu'on doit appliquer est plus important qu'une relation d'1 an. Théoriquement, en jurisprudence, alors aujourd'hui, maintenant, c'est pareil, les choses sont assez organisées, mais en jurisprudence, on considérait, et on peut considérer toujours, c'est un bon mémotechnique à avoir à l'esprit, que 1 mois de préavis, ça pour 1 an de relation commerciale. Donc ça peut aller très vite. Maintenant, vous allez voir, il y a des calages dans le code qui permettent de déterminer que les durées de préavis s'adaptent en fonction, et ce qui permet de réduire un petit peu les durées de préavis. On va regarder également la dépendance économique. C'est un sujet qui est assez important aussi, parce que si vous vous êtes mis en situation de dépendance totale vis-à-vis d'un de vos prestataires, notamment je pense en transport, parfois on a l'habitude de confier ces flux de façon assez régulière au même transporteur, attention, parce que on va considérer que c'est un élément qui va être pris en compte dans l'appréciation du préavis. Le volume d'affaires et le chiffre d'affaires réalisé, évidemment. Et tout ça, ce sont des éléments qui vont être appréciés au cas par cas et qui vont moduler cette durée de préavis.
Alors, en transport, je vous le disais, donc les choses sont cadrées depuis 2021. On a un décret qui est venu harmoniser le sujet. Et donc, la particularité, c'est que le juge ne va pas pouvoir moduler les durées de préavis et ne va pas trop pouvoir donner son avis ou mettre son grain de sel dans ces sujets-là. Donc, j'ai essayé de faire un diagramme assez intuitif pour que ça saute aux yeux assez rapidement. Mais voilà, dans des relations de moins de 6 mois, on considère qu'il y a un préavis d'1 mois qui est applicable. 6 à 12 mois, 2 mois. 1 à 3 ans, 3 mois. Et au-delà de 3 ans, 4 mois de préavis. Et il me semble qu'il y a un petit peu de précision qui est apportée depuis quelques années sur le sujet, où en fonction, parce que évidemment ça peut être 3 ans, mais ça peut être 10 ans, on rajoute à chaque fois, en fonction, je vous dis, à peu près 1 mois, 1 an, ça permet de caler les choses. En tout cas, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que voilà, terminer un contrat commercial, ce que je vous dis, ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça s'anticipe, c'est surtout ça qu'il faut avoir en tête. C'est important d'avoir ces éléments parce que ça peut, vous allez le voir, être source de contentieux si jamais on ne respecte pas ces éléments. Alors, désormais, il y a également des possibilités, mais qui sont très strictes et qui sont très limitées, de faire une rupture du contrat sans préavis. C'est également codifié dans le Code de commerce auquel je vous renvoie toujours notre fameux article. Et c'est des cas limitativement énumérés, c'est-à-dire le cas d'une inexécution contractuelle. Alors ça, c'est une inexécution contractuelle qui doit être répétée, prolongée. On peut même la caractériser peut-être de faute grave. J'ai essayé de trouver quelques exemples, des factures qui sont impayées pendant des mois, un non-respect de livraison, ou l'obligation essentielle, je ne sais pas moi, qui était pour un emballeur ou un packaging de toujours veiller à l'emballage des colis d'une telle façon selon un cahier des charges prédéfini. Si on s'aperçoit qu'il y a des éléments qui démontrent que les obligations ne sont pas respectées de ce point de vue-là, ça peut être un sujet pour envisager une rupture immédiate sans préavis. En revanche, j'attire votre attention sur un point qui est essentiel, c'est que ça peut être un motif de rupture sans préavis dès lors que vous documentez ces choses, évidemment, mais surtout que vous les dénoncez. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas laisser l'inexécution contractuelle se prolonger pendant 6 mois, 1 an sans rien dire, et puis au bout d'1 an dire bah attends, tes colis ils sont toujours mal emballés, ou ça fait 6 mois que tu ne me payes pas mes factures. Il faut que vous marquiez les choses, et je vous le recommande fortement. L'oral c'est très bien, mais l'email c'est vraiment mieux, la lettre recommandée si besoin, mais il faut marquer les choses. Pourquoi ? Parce que quand ça part mal, et ça arrive malheureusement, nous de notre côté on a besoin de preuves, on a besoin d'éléments tangibles. Et il faut systématiquement, c'est ce qu'on va vous demander, d'avoir des documents. Donc quand on me dit oui, mais vous savez, on a échangé par email, il le sait très bien, etc. Oui, certainement. Mais le juge, il ne va pas accepter ça. La preuve, elle incombe à celui qui demande. Donc si aujourd'hui vous êtes victime d'une rupture commerciale et il faut vraiment pouvoir documenter chaque inexécution que vous pouvez rencontrer. Un autre sujet qui peut donner lieu à une rupture sans préavis, c'est la force majeure. La force majeure, aujourd'hui, pareil, elle a toujours été appréciée par la jurisprudence. Maintenant, c'est assez clair. Elle est à l'article 1218 du Code civil, avec trois critères. Il faut que ça soit un événement irrésistible, imprévisible et extérieur. Alors, à une certaine période, le Covid a pu être une force majeure. Maintenant, ça dépend des dates à laquelle on l'appréciait, puisque quand on était en période de confinement ou de Covid répété, il n'y avait plus de caractère d'imprévisibilité. Donc attention à ces 3 éléments qui sont importants à apprécier. Ça peut être une grève sur un terminal portuaire. Ça peut être, souvent en général, c'est quand même le problème, c'est que l'imprévisibilité sur une grève portuaire, c'est pas forcément évident, parce qu'elles sont souvent annoncées. Et donc les manquements graves et répétés, c'est le dernier sujet qui peut donner lieu à une rupture immédiate sans préavis. Donc des violations sérieuses du contrat. Ce que je vous disais, ça se répète un peu avec le paragraphe d'avant, qui doivent être dénoncées, documentées et systématiquement mises en avant pour pouvoir s'appuyer dessus par la suite. Alors, sur la notification de la fin de la relation,
on l'a vu, donc il faut un préavis. Maintenant, le préavis, comment est-ce qu'on le donne et comment est-ce que ça se passe? Déjà, première règle d'or, si j'ose dire, le préavis, c'est systématiquement par écrit. Et soyez rigoureux, soyez strict et presque embêtant, mais le mail ou la lettre recommandée avec accusé de réception, c'est quand même efficace et c'est ce qui fait courir le délai de préavis. Et à l'inverse, si vous-même vous recevez une notification d'une rupture où votre concontractant vous dit sur le quai, parfois ça arrive, hein, un chauffeur il arrive à l'entrepôt et il voit l'exploitant de l'entrepôt qui lui dit bon écoute ça va plus le faire, on arrête de bosser ensemble. Ça ne vaut pas préavis, ça ne vaut pas arrêt des relations commerciales. Il faut un écrit. Ensuite, surtout, il faut que cet écrit indique 2 choses. La durée du préavis, donc c'est-à-dire on va appliquer un préavis de 3 mois. Alors 3 mois, pourquoi? On en revient aux critères précédents. Parce que ça fait 3 ans qu'on bosse ensemble. Parce qu'on est en situation de dépendance économique. Parce qu'on a tel chiffre d'affaires. Mettons un préavis de 3 mois. Et surtout, il faut qu'il y ait une date précise en disant, écoute, je te dénonce le contrat le 1er juillet, 3 mois, on arrête de bosser ensemble le 1er octobre. Pardon, je ne suis pas très bonne en maths. Voilà. Mais il faut que les choses soient vraiment cadrées. Il n'y a pas d'obligation de motiver la rupture. Si vous recevez un courrier qui déjà vous dit il n'y a plus de contrat à partir de telle date et on ne bosse plus ensemble, le préavis s'applique et de 3 mois, déjà on n'est pas si mal, si j'ose dire. Si, il y a une fin de relation, mais il n'y a pas besoin d'aller demander le pourquoi du comment. Et en revanche, il y a une chose importante aussi, c'est que pendant cette durée de préavis, il faut que les co-contractants continuent de travailler ensemble. Si vous avez une baisse du chiffre d'affaires, où ça arrive souvent, une diminution de la remise des flux pendant le préavis, eh ben c'est un élément qui peut être contesté par la suite en disant que le préavis n'a pas été effectué. Parce que le préavis, ok, c'est une chose de le donner, mais finalement, c'est la poursuite de la relation commerciale. Elle est toujours existante, cette relation commerciale. Si vous avez une diminution partielle du chiffre d'affaires ou des commandes, eh bien, on peut considérer que c'est contestable et ça peut être critiquable. Donc ça, il faut vraiment l'avoir en tête. Le juge, là, on est dans le cas plutôt d'un contrat, on va dire, qui n'est pas figé dans un contrat de transport type, peut mettre son grain de sel et peut apprécier la durée du préavis. Et donc, en fonction des critères dont je vous ai parlé plus tôt, estimer que effectivement la durée de préavis qui a été laissée n'était pas suffisante. Ça peut être un motif de contestation, de dire mais tu m'as mis dehors en 3 mois, ça fait quand même 10 ans qu'on bosse ensemble, la durée de préavis est un peu courte. Et donc ça peut être un motif d'aller contester non pas la rupture en elle-même, mais la durée de préavis qui est appliquée. Pourquoi c'est important? Parce que vous allez le voir, la durée de préavis qui est appliquée, c'est de là d'où découle le préjudice qui peut être réclamé. C'est la base de calcul du préjudice réclamé. Alors, je vous en parlais en début d'intervention. Je surveille un peu l'heure, je me dépêche. L'appel d'offres. L'appel d'offres, il est assez fréquent dans vos relations et savoir quand est-ce que finalement on fait courir ce délai de préavis. Est-ce que parce que vous recevez un appel d'offres ou est-ce que parce que vous donnez un appel d'offres à votre co-contractant, on peut considérer que c'est suffisant pour notifier une fin de relation? La réponse est non. Le lancement de l'appel d'offres, ce n'est pas suffisant pour faire courir un délai de préavis. Déjà, premier élément, sur l'appel d'offres de façon plus générale, un appel d'offres, il faut qu'il soit également fait par écrit. Et il faut qu'il indique la fin de la relation ou la durée de préavis pour faire courir ce délai. Et c'est un élément qui vient d'être précisé par la Cour de cassation en février, enfin qui vient, ça commence à faire un petit bout de temps, mais en février 2025, on considère que la notification par écrit du recours à l'appel d'offres ne fait courir le préavis que si, dans cette notification, on indique la date de rupture précise, la date de fin. Donc, c'est-à-dire que si vous avez un courrier qui vous dit simplement « on va procéder à un appel d'offres », il faut considérer que ce n'est pas suffisant pour être en rupture de relation commerciale. Vous pouvez vous dire « bon, clairement, il y a une précarité qui s'instaure, ça sent pas bon », mais pour autant,
vous ne pouvez pas considérer, et votre co-contractant ne peut pas considérer que par le simple envoi de ce courrier, vous êtes dehors à la fin de l'appel d'offres. Il faut que dans le courrier, que ce soit la notification de l'appel d'offres ou un courrier ultérieur qui soit envoyé, il y ait des précisions sur le préavis qui s'applique et surtout sur la date précise de fin de vos relations. Ça, c'est vraiment essentiel. Alors, on en parlait aussi tout à l'heure, la rupture partielle. La rupture partielle, c'est la baisse d'activité, c'est la baisse de commandes, c'est on confie moins de volume d'affaires parce que, par exemple, soit on est en fin de relation commerciale, soit parce qu'il y a un trou d'air, soit parce qu'il y a des circonstances qui sont économiques qui expliqueraient ces éléments. Eh bien, la rupture partielle, elle est sanctionnable parce que, eh bien, on peut considérer que on n'est plus sur une relation stable et suivie, on est sur une relation dans laquelle il y a des à-coups et donc qui peut être dénoncée. Alors là encore, je vous invite vraiment fortement à marquer les choses et quand vous sentez qu'il y a une sorte de pérennité qui s'installe dans ces baisses de commandes, notifiez-le, indiquez-le, envoyez des mails, marquez le dossier parce que c'est sur ces éléments-là après que vous allez pouvoir vous reposer pour aller contester ou pour aller réclamer. Si vous ne marquez pas, eh bien oui, on va constater qu'effectivement il y a une diminution de chiffre d'affaires, il y a une diminution de volume, mais c'est quand même plus facile d'aller dire mais on vous l'a notifié 2 fois, 3 fois, vous n'avez pas réagi. Donc vraiment, l'écrit est important. La modification des conditions en cours de contrat, alors ça c'est un sujet sur lequel je m'arrête 2 minutes parce que c'est un sujet qui est assez actuel pour moi, sur lequel je travaille actuellement. Où j'ai un cas où on avait un contrat commercial appliqué depuis 10 ans et du jour au lendemain, le co-contractant applique à mon client une augmentation tarifaire qui était dans le contrat depuis 10 ans mais qui n'avait pas été appliquée. Et puis les temps sont durs, donc au mois de septembre dernier, on resserre la vis et on applique cette surfacturation tarifaire. Et donc la difficulté, c'est que le client vient me voir en me disant moi, c'est comme si j'avais un nouveau contrat en fait. Ça me change tout mon équilibre, ça me change tout mon contrat, qu'est-ce que je fais ? Alors, il y a plusieurs éléments à apprécier. Souvent, il y a des clauses de non-renonciation qui sont un peu compliquées, mais qui sont légitimes, on va dire, qui existent, qui sont légales, et qui indiquent dans le contrat que ce n'est pas parce que vous n'avez pas invoqué telle ou telle clause pendant 10 ans que vous l'avez oubliée ou qu'elle ne marche pas. Donc ça, c'est un peu piégeux et c'est la bête noire pour nous. Mais malheureusement, ça existe, ça protège celui qui applique ce changement de conditions en cours de contrat. Maintenant, vous avez quand même des éléments sur lesquels insister pour contester le contrat. Eh bien, il y a le fait qu'il y ait une modification en cours de contrat. On considère que ça peut être une rupture brutale. Donc là, on en revient sur notre article du Code de commerce. On peut également invoquer, c'est dans la jurisprudence, c'est dans les contrats, c'est dans le code, la bonne foi, la loyauté des parties. C'est-à-dire que pendant 10 ans, on bosse d'une certaine façon et du jour au lendemain, on nous change les conditions. C'est contraire à cette bonne foi et à la loyauté. Et on peut également invoquer, même si c'est un élément assez délicat à apprécier, le déséquilibre significatif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en appliquant cette clause, eh bien, il y a une partie qui se trouve complètement lésée parce que, ce que je vous disais en début, elle a un nouveau contrat et ça change totalement son économie du contrat. Donc apprécier ce déséquilibre significatif, c'est quelque chose qui peut exister et qui est d'ailleurs codifié dans le code civil de façon claire maintenant. Et on en arrive à la fin de cet exposé sur les conséquences de la rupture abusive. Si vous vous retrouvez notifié d'une fin de relation commerciale, vous avez des possibilités de contester cette rupture et d'invoquer un préjudice. Alors le préjudice, c'est pas tout et n'importe quoi et c'est pas la boîte de Pandore. Le préjudice en droit français, on dit qu'on répare le préjudice intégral, mais il faut qu'il soit prouvé, d'où l'intérêt de documenter. Il faut qu'il soit direct, donc il y a un lien de causalité vraiment. Et attention là-dessus, j'insiste, on va indemniser la brutalité de la rupture, c'est-à-dire le côté du jour au lendemain, si vous voulez, et pas la rupture elle-même. On l'a vu, la rupture, elle est possible. Mais ce qu'on conteste et ce qui est
en tout cas indemnisable, c'est la brutalité et la non-notification, ou en tout cas l'absence de préavis. Voilà. La charge de la preuve du préjudice, elle revient à la victime. Donc celui qui s'est vu évincé de la relation commerciale, c'est à lui d'aller réclamer ce préjudice. Et maintenant, ce préjudice, comment est-ce qu'on le calcule ? Eh bien, c'est en général un calcul entre la marge brute que vous escomptiez pendant le préavis appliqué et la durée du préavis. C'est-à-dire 3 mois de préavis fois la marge brute réalisée. Et on va prendre en compte ces critères pour moduler le préjudice. Ça peut être donc ces fameux critères, les investissements que vous avez réalisés, un marché très spécifique, très, très spécialisé, une ancienneté très longue. C'est des éléments qui peuvent moduler l'appréciation du préjudice dans la tête du juge. Et donc, si vous êtes évincé d'une relation commerciale, vous avez une possibilité d'actionner la responsabilité de votre co-contractant, même si en général on n'aime pas en venir là, mais parfois on n'a pas le choix. Vous avez un fondement qu'on considère aujourd'hui que c'est une prescription de 5 ans parce que c'est une action délictuelle, même s'il y a un contrat, on va dire. En transport, attention, il y a une hésitation de jurisprudence depuis quelques années, c'est pas très clair. Moi, je recommande systématiquement, dès lors qu'on parle de transport, pour éviter tout doute, c'est 1 an à compter de la notification du préavis ou de la fin de la relation commerciale, s'il n'y a pas eu de notification. Et il y a des petits éléments, mais ça c'est plus de la procédure d'avocat, on va dire, sur certaines juridictions qui sont très spécialisées. Il y en a 6 ou 7 en France maintenant en première instance. Et systématiquement, quand on va au second degré, c'est la Cour d'appel de Paris qui concentre tous les contentieux sur le sujet. L'avantage, c'est qu'au moins, ils connaissent bien le sujet et ils sont très au fait de toutes les pratiques qui peuvent exister. Et puis les derniers petits conseils, on va dire pratico-pratiques pour éviter la rupture abusive, marquer les choses, que ça soit dans un contrat, dans des mails, des clauses qui soient claires et précises sur les durées de préavis, sur les modalités de la résiliation, sur la durée du contrat. Parfois, honnêtement, quand on lit des contrats, on se dit mais ça n'a ni queue ni tête et on ne sait absolument pas comment s'en sortir. Donc il faut mieux ne pas avoir de contrat et que les choses soient entendues par email qu'un contrat dans lequel c'est le bazar. Ça peut être intéressant aussi d'avoir une clause sur la définition de la faute grave, de ce qu'on appelle un manquement répété. Parce qu'un manquement répété dans telle activité, c'est pas forcément le même que dans telle autre. Et le marquer dans un contrat, ça permet de sécuriser tout le monde. Et ensuite, quand ça marche pas et qu'effectivement on s'aperçoit qu'il y a des inexécutions contractuelles, on a cette base sur laquelle se référer. Dénoncez par écrit les choses et à nouveau j'insiste, vraiment, ménagez-vous des preuves, écrivez, marquez les dossiers et privilégiez évidemment les comptes rendus de réunion. Souvent on oublie, ça va trop vite, on n'a pas le temps, et toujours faire un petit mail avec les points qu'on s'est dit, les points essentiels, ça permet de cadrer les choses. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop longue. Je suis à votre disposition si vous avez des questions. N'hésitez pas. Oui. Ouais. Ouais. Si par exemple, je suis en relation avec un fournisseur depuis 10 ans et que chaque année il y a eu un appel d'offres parce que vous la remportez à chaque fois, la durée est estimée à 10 ans ou alors par rapport au dernier appel d'offres, le contrat est est-ce que c'est toujours le même contrat qui se reconduit ? Oui. Non, mais c'est les mêmes conditions qui s'appliquent tous les ans ? De tarifs, oui. Moi, j'aurais tendance à considérer qu'on le prend dans sa globalité. Mais après, c'est toujours dur de répondre comme ça en 3 minutes. Mais au revoir. J'aurais tendance à dire que si vous avez une succession de contrats et qu'elle s'inscrit dans la durée, oui, on va considérer la durée. Voilà. Oui.
Alors, il serait peut-être utile, enfin peut-être que vous le faites déjà, mais de faire des mails en préalable ou de faire une annonce en expliquant voilà, que c'est une activité qui a régulièrement des... Est-ce que c'est quelque chose qui fait partie de votre activité, ces pics? Voilà, donc si c'est quelque chose qui est régulier, on va dire, dans votre activité, parce que, j'en sais rien, je pense aux périodes de Noël, back market, ces trucs-là. Effectivement, chez des retailers, ils ont des pics d'activité à ces moments-là. Et puis, c'est beaucoup plus calme. Avril-mai, il y a moins de business. Bon. Voilà, il faut quand même apprécier le chiffre d'affaires sur... c'est difficile de l'apprécier sur 1 mois ou 2 mois. Il faut l'apprécier sur une globalité. Oui. 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 Les contrats types, vous les trouvez dans le code de commerce. Ils sont annexés à des articles du code. Et sinon, ils sont disponibles sur, je pense que la UTF ou tous ces fédérations et ces plateformes vous permettent d'avoir accès. Maintenant, si vous avez besoin que je vous envoie les contrats types, c'est des grilles extrêmement précises sur l'organisation des relations de transport, à la fois sur le chargement, les limitations de responsabilité qui s'appliquent, les indemnisations. Honnêtement, il est quand même très complet, quoi. Après, sauf une activité très spécifique où il faut en sortir et l'adapter. Mais de toutes les manières, on considère qu'en l'absence de contrat spécifique, le contrat type s'applique d'office. C'est-à-dire qu'il est d'ordre public. Donc, on va s'y référer. Imaginez, vous avez un contrat avec une lettre de voiture et un flux habituel. Si vous n'avez pas de contrat écrit avec votre partenaire, le contrat qui va s'appliquer par réflexe et automatiquement même, c'est ce contrat type. Voilà, il n'y a pas forcément besoin d'avoir un contrat. Oui, oui, n'hésitez pas. Oui. Mmh. La durée, vous voulez dire? Non, parce que si les parties sont d'accord, on considère que c'est la volonté des parties qui préside. S'il y a un contrat et qu'on s'est mis d'accord sur un préavis de 6 mois, peut-être que c'est trop long, mais il fallait y réfléchir avant. Si le truc est signé, validé, accepté, c'est compliqué de revenir dessus. A priori, oui. Maintenant, c'est là où c'est parfois compliqué. Si on s'aperçoit qu'il y a une ancienneté de relation commerciale extrêmement longue, c'est sûr que c'est là où je vous dis, le juge, en fonction des domaines, peut venir apprécier et moduler. Sur le contrat type transport, non. Mais sur le contrat conclu entre les parties, il peut venir moduler.